Depuis le mois de janvier 2022, qui marquait un plus haut historique pour l'entreprise Pfizer, le cours de l'action ne cesse de s'effondrer et a aujourd'hui été divisé par plus de 2, passant de 61 $ à seulement 30 petits dollars aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi une entreprise qui fait plus de 60 milliards de chiffre d'affaires annuel a été divisée par 2 en bourse et si ça peut valoir le coup d'acheter des actions Pfizer ou s'il vaut mieux les fuir à tout prix. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre les raisons qui ont poussé le cours vers le bas. Dans un second temps, on va analyser les fondamentaux avec la méthode rentier boursier, à savoir on va analyser le dividende, les fondamentaux ainsi que la valeur intrinsèque de l'entreprise Pfizer. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si tu possèdes en portefeuille des actions Pfizer ou si tu comptes en ajouter suite à la baisse récente. Après avoir passé plusieurs heures à analyser l'entreprise et faire des recherches sur ce qui se passe en interne, j'ai trouvé 3 grandes raisons qui expliquent une telle chute de l'action. La première est que depuis 2020-2021, les chiffres ont été largement pumpés par la vente de vaccins. On le verra juste après avec les fondamentaux, mais on a une énorme explosion du chiffre de l'entreprise qui est due grâce à ça, grâce à ce vaccin. Et donc aujourd'hui, avec une pandémie qui ne fait plus les premiers titres, forcément la vente de vaccins est sur le point de baisser et la direction a encore du mal à l'accepter parce qu'elle semble encore dans l'état d'esprit qu'ils vont vendre beaucoup de vaccins et qu'ils vont retrouver de la croissance sur la vente de vaccins. Et je pense que les actionnaires sont un peu lassés de cette direction qui se voile un peu la face par rapport à ça. La deuxième raison, c'est que les ventes attendues ont baissé de 9 milliards. Donc les attentes sur les ventes prévues baissent de 9 milliards, ce qui est quand même assez énorme. C'est une baisse de quasiment 20%. Donc ça explique aussi en partie pourquoi l'entreprise a chuté. Et la troisième raison qui, selon moi, est la plus importante, c'est que selon les analystes, selon les études, les chiffres de Pfizer seraient enclins de baisser de environ 8% par an sur les 5 prochaines années. Donc on serait sur une entreprise en décroissance sur les 5 prochaines années et ça montrerait bien que ce qui s'est passé de 2020 à 2022 à peu près, c'était vraiment exceptionnel et que l'entreprise visiblement n'est pas sur le point de capitaliser sur de nouvelles choses pour avancer. Donc bien sûr, là on est sur des prédictions futures, c'est très sombre encore, mais pour le moment, d'après les analystes, l'entreprise devrait avoir une décroissance d'environ 8-9% par an sur les 5 prochaines années, ce qui fait que ça ne rend pas l'action très attractive, parce qu'une entreprise qui a des chiffres qui baissent, ce n'est pas forcément une entreprise dont le cours va monter. Maintenant que le tour d'horizon est fait, on va aller analyser ensemble les fondamentaux en se basant sur les 3 piliers de ma méthode rentier boursier, à savoir analyser le dividende, analyser les fondamentaux et la croissance des fondamentaux, et on finira par une analyse de la juste valeur, à quel prix il faudrait acheter tes actions Pfizer si tu veux les avoir en portefeuille ou si tu veux savoir quand est-ce que l'entreprise sera bel et bien sous-évaluée. La première chose qui est déjà assez marquante quand on regarde par exemple le cours de l'action, c'est que depuis, c'était quand ici? C'était depuis le 2 février 2021, on n'a que eu des retours positifs sur les earnings. Ils sont en vert ici, ça veut dire que les earnings étaient positifs entre guillemets, ce qui veut dire que c'était mieux que les estimations. À chaque fois, on battait les estimations des bénéfices et ça, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre quand on a un cours de l'action qui s'effondre comme ça alors que les earnings sont à chaque fois battus. La dernière fois que les derniers earnings, eux, n'ont pas été battus, ils ont fait largement moins bien, on peut voir qu'ils sont même déficitaires, pourtant le cours de l'action n'a pas plongé à la suite de ça. Donc on va aller regarder un petit peu les chiffres et voir d'où ça peut venir. La première chose qu'on va regarder, c'est le dividende. Quand on regarde le dividende, on est aujourd'hui sur un yield à 5,25, ce qui est assez gros, surtout pour l'entreprise, parce que la moyenne sur les 5 dernières années est à 3,82, donc on est largement au-dessus de la moyenne de l'entreprise. On a un dividende qui a été augmenté pendant 12 années consécutives et qui n'a pas été baissé non plus pendant 12 années. La dernière baisse a eu lieu pendant la récession de 2007 à 2009, c'était lors de la crise des subprimes. Ce n'est pas une très bonne nouvelle parce que ça signifie aujourd'hui que si on fait face à une nouvelle récession, à de nouveaux dangers économiques, Pfizer sera enclin de baisser le dividende. Également que c'est une entreprise qui n'a pas vraiment peur de baisser son dividende, voire même de le couper carrément, parce qu'il a été coupé, là il n'a pas juste été baissé. C'est une entreprise qui n'a pas peur de ça. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on aime voir, surtout quand on veut tirer un revenu des entreprises et des marchés. Concernant le payout ratio, on peut voir que sur les 10 dernières années, on était à peu près une moyenne de 50%. Alors on a bien été pumpé par 2021-2022.
Mais là, on recommence et on repasse au-dessus des 60%, avec là ce qui est de prévu 76%, ce qui n'est pas terrible. Il faudrait vraiment qu'une entreprise de ce style soit en dessous de 50%. Elle le faisait bien jusqu'à 2019, 2020 on a eu l'accélération, 2021, 2022 on le met un peu à part parce que elle a été avantagée entre guillemets, elle a trouvé un bon produit. Mais là, on revient à la norme et c'est pas terrible. On voit que c'est vraiment pas terrible. Idem pour le free cash flow. On était bien jusqu'à 2019. 2019-2020, pas terrible. Et là, 2023, on n'est vraiment pas sur quelque chose de très bon. Alors, c'est encourageant qu'une baisse est prévue. Mais pour moi, le dividende n'est pas extrêmement safe sur ce qu'on peut voir ici. Maintenant, si on se base sur les chiffres, on peut voir le revenu, donc le chiffre d'affaires. Si on regarde depuis 2013, eh bien, on n'a pas eu de croissance. De 2013 jusqu'à 2021, on n'a pas eu de croissance. On a commencé à avoir la croissance en 2021. Donc, on a commencé à 52 milliards. En 2021, on a eu 55 milliards. 2022, on est passé autour de 90 milliards, etc. Donc, la croissance est arrivée vraiment grâce à ces vaccins. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que l'entreprise était clairement en pleine décroissance avant qu'on ait cet événement. Et c'est pas quelque chose qu'on aime bien voir parce que sans cet événement exceptionnel, l'entreprise serait en déclin. Si on regarde les net incomes, on peut voir aussi que c'est en dents de scie. On était à 26 milliards en 2013, ensuite on est redescendu à 6-7 milliards, on est remonté à 22 milliards, on est descendu à 8, là on est remonté quasiment à 30 milliards. On a quelque chose en dents de scie et pour un investisseur long terme, on n'aime pas trop quand c'est en dents de scie, on aime quand c'est plutôt en croissance, même si ce n'est pas une croissance énorme, mais on veut plutôt de la croissance. Le seul point positif que je trouve là-dedans, c'est que le free cash flow, lui par contre, est resté très, très stable. On n'a pas eu de croissance non plus, mais il est resté très stable comme les revenus. Donc ça, c'est quand même un bon signe. On a 47% des actifs qui sont intangibles, donc ça va être des brevets, étant donné qu'on est dans le domaine de la santé, c'est beaucoup de brevets. Les marges opérationnelles, pareil, on peut voir qu'elles sont progressivement en baisse, elles baissaient, jusqu'à atteindre le point critique de 2018-2019 à 20%, et c'est remonté tranquillement grâce au vaccin. On va voir ce que ça va donner, mais aujourd'hui, en fait, la croissance dépend trop du vaccin. Donc, soit il faut qu'ils trouvent un nouveau produit, soit il faut qu'ils trouvent de nouvelles choses. Mais à l'heure actuelle, les chiffres sont pas terribles. On n'est pas sur une entreprise. Alors, on n'a pas des chiffres mauvais, ok ? Mais juste pour une personne qui veut toucher un dividende régulièrement, avoir ce dividende qui va augmenter année après année et avoir une appréciation du capital, on n'est pas sur le genre de chiffre d'une entreprise qui va nous permettre d'avoir ça. Alors, si on peut l'acheter à un prix vraiment discount, vraiment sous-évalué de 30-40%, là oui, il y aura une plus-value à aller chercher. Mais pour l'investissement long terme, franchement, en voyant des chiffres comme ça, c'est pas une entreprise que je me vois garder dans mon portefeuille pendant 10 ans, pendant 15 ans. Quand je vois ce genre de chiffres, je me dis non, c'est pas le type d'entreprise que je veux dans mon portefeuille. C'est pas le genre d'entreprise avec lesquelles je serais serein de la conserver pendant 10 ans en portefeuille. Le ROE, pareil, il est en dents de scie. On a un ROE excellent à 29%, ensuite il tombe à 10-12%, il remonte à 30%, il redescend, redescend, là remonte bien. C'est quelque chose qui est vraiment pas terrible, même si on est sur des bons ROE, hein, 10%, 12%, 30%, 20%, c'est excellent en termes de ROE, mais le fait que ce soit en dents de scie, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie quand je veux investir, quand j'analyse une entreprise. Donc, je le répète, on n'est pas sur une entreprise qui est mauvaise, on est juste sur une entreprise qui, pour moi, ne colle pas avec ma stratégie et qui ne permet pas de dormir serein parce qu'on a justement des résultats qui sont trop en dents de scie. Concernant la dette sur l'equity maintenant, pour analyser un peu la dette, on peut voir qu'on est pas mal, on a bien descendu, on est à 36% à l'heure actuelle, donc ça c'est très bien. Quand on regarde maintenant le ratio dette sur EBITDA, on peut voir que 2018-2020 c'était pas terrible, on était assez haut, et là on a bien baissé, on est à 0,9, ça veut dire qu'il faut moins d'un an à l'entreprise pour rembourser sa dette, ça c'est très bien, surtout en période de taux d'intérêt élevé. Là par contre c'est bien, on n'est pas sur une entreprise, vous voyez, qui est au point de faire de faillite, qui est vraiment mauvaise. On est vraiment sur une entreprise, je trouve, assez neutre, assez banale, qui ne vaut pas forcément la peine d'être dans un portefeuille, qui peut valoir le coup sur quelque chose d'assez rapide, sur un moment où on est vraiment sous-évalué à fond, mais en règle générale, c'est vraiment pas le genre d'entreprise que j'aimerais avoir dans mon portefeuille. Maintenant qu'on a vu ce qu'il en était pour les fondamentaux, on va se pencher sur la partie value. Donc j'ai analysé avec 4 modèles de calcul différents, la formule de Benjamin Graham, la formule du discounted cash flow, la formule du
Dividend Discount Model et également la formule du Multiples Valuation qui consiste à comparer avec les différents concurrents de l'entreprise. Et en faisant une moyenne des quatre, on tombe sur une valeur intrinsèque à 25,82 $, ce qui est inférieur au prix actuel. Maintenant, il faut noter deux choses. La première, c'est que quand on regarde uniquement le discounted cash flow, qui est une des formules les plus connues et les plus prisées parce qu'elle s'avère être très utile, on est sur une valeur intrinsèque à 37 $. Donc on aurait potentiellement une opportunité d'achat si on se base uniquement sur celle-ci. C'est pour ça que j'aime utiliser d'autres formules pour faire une moyenne afin d'avoir un résultat le plus critique possible et surtout prendre le moins de risques possible. Donc à l'heure actuelle, compte tenu des fondamentaux, de la sûreté du dividende et du niveau de valuation, je trouve que Pfizer, ce n'est pas une entreprise intéressante à avoir en portefeuille pour un investisseur. Pour quelqu'un qui veut être spéculatif, peut-être qu'il y a des opportunités dessus, mais ce n'est pas quelque chose qui correspond à ma stratégie. Ce n'est pas quelque chose que je recommanderais non plus à un investisseur particulier parce que ce n'est pas une entreprise qui me permettrait de bien dormir la nuit parce qu'à tout moment, je sais que le dividende pourrait être réduit, voire coupé et ce n'est pas quelque chose que j'aime parce que ça veut dire que mes revenus ne vont pas continuer d'augmenter. Mes revenus passifs ne continueront pas d'augmenter. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder en lien dans la description. Je t'ai préparé une liste de 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans tout en leur attribuant une note et un commentaire. Tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi également en commentaire si tu as du Pfizer dans ton portefeuille ou si tu comptes en acheter par rapport à cette baisse ou si peut-être tu as d'autres entreprises en viseur mais qui sont dans le même secteur. Dis-moi tout ça en commentaire, ce sera un plaisir d'échanger et de débattre là-dessus. Et pense à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines analyses. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.